AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. S'engager pour une justice équitable, c'est ce dont on va parler avec votre invité, maître Laure Hennick, qui est avocate pénaliste et autrice de ce livre. La justice contre les hommes, c'est publié chez Flammarion et c'est une cause qui vous tient à cœur, Muriel. Absolument, parce que la justice, ce n'est pas un concept abstrait. Enracinée au plus profond des fondements d'une démocratie, elle transcende la simple idée d'équité, d'impartialité, d'égalité. Au cœur du réacteur, le système judiciaire. Exécuteur des lois, c'est aussi le garant de la protection des droits fondamentaux, des libertés individuelles, de la stabilité sociale et de la réparation des préjudices subis. Ces piliers reposent sur des principes inébranlables. La présomption d'innocence, la garantie d'un procès équitable et contradictoire, l'indépendance et l'impartialité des juges, la transparence et la motivation des décisions judiciaires. Au cœur de ces principes inébranlables, un élément central, l'équité. Chaque individu, sans distinction, doit être traité de manière égale devant la loi. Pourtant, la réalité est loin d'être idyllique. En France, en 2023, selon le Centre de recherche politique de Sciences Po, seuls 44% des citoyens accordent leur confiance à la justice. Et de manière paradoxale, bien que les chiffres révèlent une augmentation des condamnations et des incarcérations, 70% des Français perçoivent la justice comme trop clémente. Alors ce paradoxe soulève des questions cruciales. Pourquoi cette défiance, cette anxiété envers les institutions censées nous protéger? Pourquoi le système judiciaire est-il perçu sous un jour si défavorable, tant par les victimes que par les accusés? La réponse réside peut-être dans les défis auxquels la justice est confrontée aujourd'hui. Des retards chroniques, des tribunaux engorgés, surchargés, qui laissent des vies en suspens, un déficit de transparence, de ressources humaines et financières, des conditions carcérales déplorables, des frais judiciaires prohibitifs, une discrimination rampante et une complexité légale presque insurmontable avec 300 000 articles de loi. Alors tout ceci crée un sentiment d'injustice, d'inéquité. Or, un système judiciaire dénué d'équité, c'est un corps sans âme. Or, une justice sans solide système pour mettre en pratique cette équité, c'est un idéal sans fondation. C'est avec cette prise de conscience que nous devons re-questionner notre système judiciaire. Parce que l'injustice affecte et fait souffrir tout le monde. Les hommes et les femmes qui jugent, les femmes et les hommes qui sont jugés, et par extension, la société tout entière. Et on en parle avec votre invité, qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio, maître Laure Hennick, bienvenue à vous. Vous êtes avocate pénaliste et vous êtes autrice de ce livre. La justice contre les hommes, c'est publié chez Flammarion. Vous êtes l'invité de Muriel Réus. Bonjour Laure. Bonjour Muriel. Alors, à l'heure où distinguer les femmes et les hommes est devenu une règle, où l'écriture inclusive est imposée dans de nombreux ministères, vous osez ce titre. La justice contre les hommes. Hommes avec un grand H, je le précise. Alors, j'ai envie de vous demander, les femmes sont-elles des hommes comme les autres, ou fallait-il les insérer dans ce grand H, au risque peut-être de les invisibiliser ? Non, je crois que ça n'invisibilise personne. Au contraire, c'est un livre qui veut visibiliser tout le monde. Et la justice maltraite tout le monde, vous l'avez formidablement dit dans votre édito. Et il faut probablement faire bloc et faire rempart contre cette violence qui s'abat sur les hommes, sur les femmes, sur ceux qui sont accusés, sur ceux qui sont victimes et aussi sur les auxiliaires de justice. Ce qui fait que la justice, alors qu'elle doit être un lieu probablement cathartique, où on rend une justice qui permet de refaire société, finalement, elle-même reproduit la violence qu'elle subit avec des auxiliaires de justice maltraités, avec des délais qui ne sont plus raisonnables et qui font qu'on assiste à des explosions en audience et des maltraitances et que tout le monde finit par quitter le prétoire assez enragé. Et donc, ça produit cette violence qu'elle devrait pourtant apaiser. Oui, tout le monde quitte le prétoire. Et d'ailleurs, vous dites dans votre livre, j'ai bien retenu le chiffre, que 44% des femmes, après 10 années d'exercice, quittent cette profession d'avocat. Oui, il y a de quoi être découragé. C'est énorme. Il y a de quoi être découragé. Alors, c'est un chiffre qui va aussi probablement bouger parce qu'il y a de plus en plus de femmes au début. C'est une profession comme celle des magistrats qui se féminise énormément. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail, beaucoup de déception. Et on est loin de l'idéal de justice dont vous avez parlé. La justice, effectivement, doit être rendue de manière loyale, de manière équitable. Et pour ça, il faut des moyens. Et là, on voit que tout le monde est pressé. Et donc, forcément, c'est comme les médecins. Hein, je fais ce parallèle des médecins qui nous disent on n'arrive plus à apporter les soins comme on devrait pouvoir le faire. Ça s'appelle plus soigner. On fait comme on peut.
Et là, faire comme on peut, c'est pas très satisfaisant. Et on voit les gens, et parfois les gens de talent, claquer la porte. Alors, vous défendez très nombreuses femmes victimes. Les plus connues sont celles de l'affaire PPDA, de l'affaire Ramadan. Mais vous défendez aussi des agresseurs, ce que certains ou certaines vous reprochent. Est-ce qu'il faut choisir son camp quand on est avocat ? Je crois pas. Je crois que précisément, choisir un camp, ça n'a jamais vraiment fait avancer les choses. Être avocat, c'est ne pas faire de hiérarchie. Et je trouve que chacun son rôle et chacun sa place dans les audiences, probablement dans la société et dans la vie. Ne pas choisir un camp, c'est aussi avoir plus d'exigences par rapport à soi. Parce que effectivement, moi, comme beaucoup d'autres confrères, je défends des gens qui sont auteurs et puis des gens qui sont victimes, mais je m'adresse au même juge. Et donc, je peux pas me contredire. Et nécessairement, c'est un exercice, si on peut l'appeler comme ça, de sincérité, d'authenticité et de beaucoup de travail et de recherche. Et puis, ça me permet aussi, parfois, quand je défends des plaignantes qui ont mis des années avant d'aller déposer une plainte, qui doivent dire... presque qui utilisent ce terme d'avouer avoir été agressé, d'avouer avoir été violé. Et je peux leur expliquer que c'est le même parcours aussi que font certains hommes de cette difficulté de se regarder comme avoir été les auteurs d'un inceste contre leur fille, d'un viol contre une autre femme, et que c'est aussi un parcours douloureux qu'il faut savoir reconnaître, et ça c'est pas excuser, c'est pas ne pas condamner, mais je crois que dans cette recherche d'équilibre et de volonté que la justice fonctionne aussi, il faut savoir s'entendre les uns et les autres, et c'est aussi le rôle de l'avocat, à mon sens, de ne pas être un avocat d'une cause. Les causes, on les a dans la société, on les a à l'extérieur, on les a dans les associations, mais lorsqu'on est avocat dans une enceinte judiciaire, on doit prendre de la hauteur et du recul. Ce qui n'empêche pas d'être féministe ou engagé par ailleurs. J'espère pas, non. On a beaucoup de contre-exemples. Ok, dans ce livre, vous dites aussi, il n'y a pas un jour où l'on ne se dit pas que la justice s'en fout. Vous pensez vraiment cela de l'institution justice ? Est-ce que vous pensez qu'on est en rupture aujourd'hui ? La rupture, elle est évidente. La rupture, elle est évidente. Parce que justement les gens craquent. On voit bien que les greffiers, là par exemple, sont en grève, que ça a été les magistrats qui ont pesté avant, les avocats, tous les auxiliaires de justice. Et les auxiliaires de justice, y compris les policiers d'ailleurs, les commissariats ne peuvent plus suivre au niveau des enquêtes, donc il y a une rupture partout. Alors quand je dis qu'ils s'en foutent, c'est un sentiment évidemment, c'est une phrase qui est assez violente, parce que quand on est en audience, on voit qu'ils font avec les moyens qu'ils ont. Et avec cet objectif de justice dont on parlait tout à l'heure, c'est quand même pas rien que ce terme-là, justice, de devoir la rendre et de se contenter. Mais comment peuvent-ils faire autrement ? Je jette la pierre à personne, et puis on est tous responsables de la façon dont ça se passe collectivement. Mais il y a tout le monde est agressé par le système judiciaire. Responsable, je suis pas sûre. Oui, le politique est responsable. Le politique est responsable. Pas assez de moyens. Le politique est responsable de la façon dont en plus il maltraite l'information. Les citoyens sont certainement aussi responsables d'ailleurs de pas pousser la porte des tribunaux. Et c'est pour ça que j'ai écrit un livre, pour aller voir comment ça se passe. Parce que quand on dit que la justice est laxiste, il faut pousser la porte des tribunaux pour voir que ça se passe pas comme les choses sont dites. Moi, j'ai pas un livre de solutions. La seule solution que c'est un livre de constat. Il faut commencer par le constat pour avoir des solutions derrière et se dire qu'il faut que les choses soient plus humaines. Et là aussi, j'ai envie de vous mettre le grand H. C'est vraiment les moyens et les écoutes qui vont permettre, parce que sinon, toutes les lois, on les a en réalité. Alors, ça fait 25 ans que vous exercez. Je le dis parce que c'est important. Je veux dire, vous n'êtes pas novice dans la profession. Vous avez eu le temps de voir et de participer aux évolutions sociétales. Quelle est votre opinion sur la justice médiatique, ce que de nombreuses personnes appellent le tribunal médiatique, et sur donc la présomption de culpabilité? Quel est votre sentiment par rapport à cela? Est-ce que la justice médiatique existe-t-elle réellement? Alors moi, j'étais vent debout quand les premières affaires sont sorties, parce que il y a quelque chose d'assez inéquitable. Bien sûr, nous avons des principes que vous avez rappelés, la loyauté notamment, le procès équitable avec le contradictoire, qui garantissent les droits de la défense. Dans ce qu'on appelle, probablement à tort, la justice médiatique ou les procès médiatiques, il est évident que celui sur qui l'opprobre est porté ne peut pas répondre. J'ai vraiment évolué et avec les femmes que j'ai rencontrées, il y a pour moi un principe qui n'est pas supérieur mais qui se vaut, qui est celui du droit de raconter son histoire.
Il n'y a personne qui peut vous défaire, que l'affaire soit prescrite ou pas prescrite, que vous disiez la vérité ou pas la vérité. C'est votre histoire, votre point de vue. Et vous allez voir des professionnels, il faut faire confiance aux médias aussi, qui reçoivent probablement des gens dont ils ont vérifié comme ils le... Et que certains médias font très très bien. Les enquêtes d'initiative ou les enquêtes tout court sont par certains médias extrêmement bien faites. Voilà, donc je pense que la parole doit être donnée, même en l'absence de procès ou de plainte déposée. Il faut savoir garder en tête que celui qui est attaqué peut difficilement se défendre. Donc il faudrait une certaine mesure. Alors c'est là que parfois dans les médias on n'a pas cette mesure-là et qu'il faut la rappeler. Et puis savoir aussi que si les affaires notamment ne sont pas prescrites et si on dénonce des faits qui reçoivent des qualifications pénales, le bon endroit quand même, on parlait de la bonne place tout à l'heure, le bon endroit c'est le commissariat et c'est la procédure judiciaire. Et la gendarmerie. Et la gendarmerie. Alors, j'ai aussi envie de vous interroger sur la place revendiquée du statut de victime. Est-ce que c'est une reconnaissance à vie, une revendication légitime, ou est-ce qu'on pourrait penser, comme certains psychiatres, qui considèrent que parler de son traumatisme a évidemment un effet thérapeutique, mais qu'on ne sait pas apprécier à long terme les effets, que la terre entière n'ignore pas ce qui vous est arrivé. Ce statut de victime, vous le vivez, vous le percevez comment, vous ? Alors moi, c'est un mot que j'essaye de ne pas employer. Je me bats un peu, je trouve que c'est un peu les mots valises. Mais alors comme tous les mots valises, les premières fois qu'ils ont été employés, ils ont probablement permis d'enfoncer des portes et de faire reconnaître des droits et de faire reconnaître ce statut. Maintenant, je trouve qu'il faut parler un peu plus loin et que c'est pas interdit de questionner le bien que ça fait. Et je cite effectivement une psychiatre qui s'appelle Caroline Eliachev, qui avait écrit un livre, Le temps des victimes, avec Daniel Soulez-Larivière, sur laquelle elle s'interrogeait sur cette assignation, qui est un terme pourtant judiciaire, du statut de victime. Et on voit parfois que... Alors moi, comme avocate, je donne des informations, je donne pas des conseils. Parce que déposer une plainte, c'est pas forcément bon pour tout le monde. Donc je peux expliquer un chemin. Je sais aussi qu'on peut s'enfermer dans une identité et que cette identité victimaire, elle garantit certainement pas l'avenir de la reconstruction. Personne. Une reconstruction. Et la justice, c'est pas la reconstruction en soi. C'est pas la promesse de la reconstruction. C'est une brique dans tout un chemin. Et tout le monde n'a d'ailleurs pas nécessairement besoin de cette brique-là. Mais c'est pas la pente qui vous mène directement à la reconstruction. Oui, mais pourtant on entend beaucoup la justice et à peu près tout le monde dire pour qu'une victime puisse se reconnaître, elle a besoin d'être reconnue comme telle. Alors j'ai envie de vous demander, Laure, quelles sont les affaires dans votre carrière qui vous ont le plus marqué ? Alors écoutez, j'y réfléchis parce que c'est une question qu'on me pose et donc que je me pose et je dois vous dire que je trouve ça un peu fou d'être incapable d'y répondre. Et en y réfléchissant, je me suis dit que c'était peut-être aussi parce que la définition de l'avocat telle que je la vis et la façon dont je vous en ai parlé d'ailleurs, c'est de ne pas faire de hiérarchie. Et que finalement, je sais que je suis touchée quand la justice, évidemment, a fonctionné. Et c'est-à-dire que les gens se sont reconstruits, soit pour les victimes du traumatisme qu'elles avaient subi, soit pour ceux qui étaient les auteurs du fracas qu'ils avaient pu causer, et que des années après, qu'on ait gardé le lien ou pas le lien avec les clients ou les clientes, on reçoit un petit mot qui vient vous dire « je me suis mariée, la vie va bien », et qu'on voit que j'ai créé une association, voilà, il y a des choses qui rassemblent, et donc je peux pas vous dire une affaire en particulier, mais des gens en particulier, et vraiment, je pourrais pas tous vous les citer. Oui, en fait, c'est peut-être ce que vous aimez le plus dans ce métier, c'est-à-dire cette relation avec les gens qui perdurent dans le temps. Alors, pourquoi vous avez choisi d'être avocate pénaliste ? Parce que vous dites, je vis le sentiment d'impuissance dans l'arène de la toute-puissance. Et vous dites aussi, je crains toujours, comme une peur archaïque, de me faire arrêter et d'être victime d'une erreur judiciaire. Vous, avocate pénaliste, vous ressentez cela ? Oui, mais en même temps, je me dis que c'est quand même un garde-fou dans sa vie d'avocat professionnel de savoir que tout peut arriver. Donc on peut jamais garantir les choses, ce qui est un peu fou parce que la loi est quand même là pour vous protéger. En même temps, moi je plaide pour une justice humaine. Donc on tombe jamais sur les mêmes juges, on ne sait pas ce qui va nous arriver, mais mieux vaut croire en l'humain et éduquer l'humain que d'être jugé en passant devant un ordinateur et que tel délit est égal à telle peine.
Je crois que ça remonte à très loin. Est-ce que c'est une réaction du citoyenne parce qu'on a tous peur que le matin à 7h ou à 6h, on vienne taper à la porte pour dire, eh bien voilà, peut-être que vous allez être mis pas en détention, mais en tout cas... c'est un sacré symptôme du dysfonctionnement. Que ça puisse arriver. C'est aussi parce que, précisément, il y a des fondements qu'on bat en brèche. Et alors parfois les avocats, on nous dit non mais vous êtes trop arc-boutés sur des principes constitutionnels qu'il faudrait pas bouger et qu'il faudrait peut-être pas bouger en raison de la sécurité. Et nous on est arc-boutés pour que vous ayez pas peur, vous, que le matin on vienne à 6h alors qu'en fait vous n'avez rien à vous reprocher et qu'au moins si on vient vous voir à 6h, il y a un avocat qui soit là à vos côtés. Bon bah alors peut-être que dorénavant j'aurai moins peur le matin. En tout cas je recommande à tout le monde la lecture de ce livre, La justice contre les hommes, aux éditions Flammarion. Merci Muriel. Merci Laure. Et merci à vous Muriel Réus. On vous retrouve dimanche prochain. Merci Jean-Marie, à dimanche. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGPI, association d'assurés engagés et responsables.